Mesdames, Messieurs, je suis heureux en tant que président des Amis du Musée de vous accueillir, car notre association qui co-participe à l'organisation de Binic Fête à Morue est chargée de l'organisation d'un cycle de conférences, dont la première a lieu aujourd'hui. Et je vais demander à mon ami Bernard, qui est en charge au sein de l'équipe du musée d'organiser ces conférences, de faire la présentation du conférencier d'aujourd'hui. Merci. Oui, donc Martial Acaron est photographe professionnel et guide animateur du patrimoine, tant en France qu'en Islande. En 1976, Martial découvre l'Islande. D'exposition photo en rencontre avec les médias, l'Islande est devenue son jardin. En 1982, il part sur les traces de Louis-Frédéric Rouquette, une expédition périlleuse, imagée, avec des témoignages islandais ayant connu Louis-Frédéric Rouquette en 1922. Martial Acaron assure ces conférences et animations. Donc, voilà, je vous remercie. Je laisse Martial poursuivre. Merci Bernard. Bonjour à tout le monde. Je suis content de voir qu'il y a la jeunesse qui vient aussi, là. Ça fait plaisir. Donc, je tenais, bien sûr, avant de vous présenter ce voyage qu'on appelle ici l'île d'Enfer, je vais vous montrer pourquoi, de cet auteur qui vient du Sud, Louis-Frédéric Rouquette, comme moi, hein, Martial Acaron. Nous sommes tous les deux issus de Montpellier, et vous allez voir que même si on est du Sud, on peut aimer ce qui est au Nord, et on va avoir des témoignages. Et évidemment, pour Louis-Frédéric Rouquette, que je vais vous présenter, eh bien, ça a été un périple assez difficile, puisqu'il faut remonter 100 ans en arrière, puisqu'il est allé en Islande en 1922. Hein, et moi, je suis parti sur ses traces, donc dans les années 80, et j'ai pu retrouver, au fur et à mesure du temps et des lieux, j'ai pu retrouver des témoins dans les années 80, qui sont aujourd'hui un peu disparus, et puis aussi des documents et ainsi de suite. Ce qui a permis de réaliser, alors je remonte à 86, une première exposition qui a été inaugurée sous le parrainage de la présidente de la République d'Islande de cette époque, qui était Vigdis Finnbogadóttir. Et depuis, eh bien, moi j'ai continué à m'intéresser à cet auteur, qui est un auteur, vous allez voir, qui a eu quand même pas mal de romans, de publications. Et voilà, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, 86, 2024. Je suis toujours avec lui, et je suis très heureux d'être ici à Binic aujourd'hui. Et je tiens à remercier à la fois, vous savez, on remercie toujours, mais là c'est vraiment, j'ai été accueilli chaleureusement au musée de la Marine, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, le musée de la Marine, de Binic, et il y a l'exposition qui est là-bas. Et puis, évidemment, donc je tenais à remercier, je dirais, tous les gens de Binic et Étaples-sur-Mer, c'est ça, hein. J'ai eu l'occasion de se promener ce matin sur les plages, c'était vraiment très très beau. Bien sûr, de remercier tous ceux qui ont œuvré à faire cet événement. Donc la mairie, l'autre jour j'ai vu monsieur le maire, je transmettrai mes remerciements. Et puis évidemment à tous les bénévoles et les responsables du musée, et que je remercie ici, donc le président qui est là. Je vous remercie pour cet accueil. Et évidemment spécial pour Bernard, puisque Bernard a été le contact qui m'a permis de venir vous rejoindre. Voilà, donc ceci dit, nous avons aussi la présence d'un couple qui vient d'Islande, hein, donc de Maria Skandóttir et de Halldór, qui est son mari, qui sont là, et Maria est en tenue traditionnelle islandaise. Et au cours de la présentation que je vais vous faire, il y aura 3 petits arrêts de lecture du texte du roman de l'île d'Enfer, très court, en français par Martine, qui va lire en français, et en islandais par Maria, pour vous faire entendre cette langue islandaise, hein,
et avoir un petit peu de cette évasion vers cette île qui peut paraître un peu lointaine, surtout il y a 100 ans, pour ceux qui ont voyagé là-bas. Voilà, on est parti. Alors il y a le nom en islandais, le nom en islandais c'est Eyjan, qui donc reprend le titre qui est l'île d'enfer. On va voir pourquoi ce titre a été pris par le romancier. Donc voici la jaquette de l'édition du roman de Louis-Frédéric Rouquette, qui est la première édition en 1924, donc il est parti en 1922, première édition en 1924, et on voit ce qui est marqué, les romans de ma vie errante, puisque Louis-Frédéric Rouquette est ce qu'on appelle un écrivain voyageur, et dans cette période, début XXe siècle, on a eu fin 19e, début XXe siècle, on a cette mouvance littéraire qu'on appelle les écrivains exotiques, dont le chef de file c'est Pierre Loti, que tout le monde connaît, et il y a tout un ensemble de voyageurs écrivains ou d'écrivains voyageurs. Je sais qu'à Saint-Malo, il y a le festival des écrivains voyageurs, donc on n'est pas très loin, et bien, qui vont parler de leurs voyages, de leurs aventures. Certains n'ont jamais voyagé, mais ils en font des aventures, et d'autres ont vraiment voyagé, comme Louis-Frédéric Rouquette, qui lui est allé dans le Grand Nord canadien, qui est allé en Argentine, qui est allé aux États-Unis, qui est allé en Afrique du Nord, enfin qui a beaucoup voyagé, et qui en a tiré pas mal de romans ou de récits, donc il a appelé les romans de sa vie errante, qui sera donc presque son œuvre entière. On va aller voir ça. Et puis moi, donc Martial Lacorone, j'arrive un peu après, même si je suis un petit peu âgé, mais quand même pas autant. Eh bien, voilà, donc c'était pour le présenter, mais... Donc Louis-Frédéric Rouquette, vous voyez, il est né en 1884, fin 19e siècle, et il malheureusement décédé en 1926, c'est-à-dire assez jeune, à 42 ans, à la suite d'une péritonite qui a mal tourné, cette période-là. Lui qui a parcouru des endroits très difficiles dans le monde, eh bien, il mourra chez lui suite à une opération qui a mal tourné. Là, c'est une photo qui a été prise en 1922, quand il est en Islande, vous voyez, avec son habit de marin, et il lui reste plus que 22, donc 24, il meurt en 26, pardon, et il lui reste quelques années à vivre. Donc il est né à Montpellier, il est fils de viticulteur, c'est-à-dire à Montpellier on a des vignes, on a du vin, on a du bon vin aujourd'hui aussi, voilà, et lui-même sera plus attiré moins par la vigne que par les arts, et fera donc les beaux-arts dans sa jeunesse, pour se former. Puis, comme on dit, il monte à Paris, et en 1907, et il va faire ses classes là, à Paris, et petit à petit se rapprocher des sphères du pouvoir, tout simplement en étant secrétaire d'hommes politiques. Et du coup, il va être, pendant la guerre, puisqu'on est juste avant la guerre de 14-18, il va être chargé de mission et va partir justement aux États-Unis et au Canada, missionné par l'État français pour aller remettre des décorations, des choses comme ça, à des Français très lointains. Voilà sa carte de visite. Alors ça, c'est une archive que j'ai eue l'année dernière, chez les petits-fils du guide, on verra. Et vous voyez, il y a marqué Louis-Frédéric Rouquette, attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État au PTT. Donc, c'est un titre ronflant, mais ça lui permettait d'avoir échappé aux tranchées de la guerre de 14. Alors, les œuvres de Louis-Frédéric Rouquette sont diverses et variées. Il y a les romans de sa vie errante, et le plus célèbre de ces romans, c'est Le Grand Silence Blanc, où il avait été identifié comme un auteur qu'il fallait lire. Et Le Grand Silence Blanc est toujours édité à l'heure actuelle. Alors, il a été édité en France dans les livres pour enfants jusqu'à il y a récemment. Et au Canada, puisque ça se passe au Canada, dans le Yukon, eh bien, c'est toujours en réédition. Et
chez les Québécois, entre autres, ils aiment ce type de roman qui rappelle les grands romans du Grand Nord canadien. On a donc toute une série de livres et de romans qui sont de différents endroits du monde et qui illustrent réellement son parcours, mais aussi son identité montpelliéraine et languedocienne, puisque La chanson du pays est un livre qui parle de ce qui se passe dans le Languedoc. Voilà, mais il a écrit aussi des livres et des pièces de théâtre, des livres pour les enfants, Le secret du pôle, Les aventures du bon Rotoudou. Je vais aller trop vite. Dans les éditions de l'Île d'Enfer, il y a 2 éditions. La première qu'on a vue, Jaquette en titre tout à l'heure, qui est une édition assez simple, et une deuxième sur laquelle il y a ce qu'on appelle des bois. Des bois, ce sont des gravures, des dessins, d'illustrations, du texte. Là, on a la première de couve et la dernière, dans lequel on retrouve vous voyez, ces enluminures, un peu ces dessins un peu à la scandinave. Et Barthélemy, celui qui a fait les bois, on va pouvoir, je vais vous voir quelques illustrations dans différentes diapos, eh bien, c'est vraiment inspiré de photos. Il faut dire que Louis-Frédéric Rouquette, quand il part en Islande, il ne part pas au hasard, il est envoyé, j'ai vu que, je l'ai dit, il était chargé de mission, il est envoyé par l'État français pour faire un documentaire, et là on rejoint le festival de la Borue, c'est-à-dire sur les pêcheurs français qui sont en Islande. On est en 1922, c'est la fin de la pêche à l'Islande, et on n'est plus sur des goélettes, mais sur des chalutiers à vapeur, des bateaux un peu plus modernes, et on est à la toute fin de cette longue période de pêche qui avait commencé largement au XIXe siècle, même un peu avant, mais disons qu'il s'était vraiment développé au XIXe siècle, et qui, dans les années, en 1930, va s'arrêter complètement en Islande pour différentes raisons. Et donc, Louis-Frédéric Rouquette, en allant là-bas, il a fait un film, il a fait des photos, qui ont malheureusement disparu, mais on retrouve au travers des dessins de Barthélemy vraiment des endroits qu'il va décrire dans son roman et qui montrent qu'il a vraiment fait de ces photos. Donc il part de Bordeaux le 29 mai 1922 à bord d'un chasseur. Un chasseur, c'est un ravitailleur qui amène essentiellement là du charbon aux chalutiers qui sont en Islande. Au XIXe siècle, les chasseurs, c'était des voiliers qui amenaient aussi, et qui allaient chercher la première campagne de pêche, puisque la campagne de pêche se faisait en 2 temps. Premier temps, printemps, début d'été, les cales des bateaux étaient remplies de morue, et morue salée. Le chasseur, donc lui, amenait à la fois du ravitaillement et récupérait la première pêche pour libérer les cales des bateaux et les bateaux de pêche. Et les bateaux de pêche, comme ça, pouvaient refaire une deuxième campagne, et fin juillet, au mi-août, ils pouvaient revenir au pays en étant chargés de la nouvelle pêche. Voilà la photo de l'Ipor. L'Ipor, c'est donc puisque là, on a affaire en fait à des armateurs normands de Fécamp. Et j'ai pu retrouver une photo par rapport au dessin de Barthélemy. Vous voyez, on est tout à fait en adéquation avec ce qu'il avait dessiné. Donc c'est ce bateau-là qu'il a emprunté pour aller en Islande. Donc il arrive à Selly-sur-Lurle, qui est un fjord de l'est du pays, le 14 juin 1922. Oui, ça a quand même pris un peu de temps pour arriver en Islande. Et là, première impression qu'il a en arrivant, donc ça c'est des textes qui sont issus, j'ai tiré du roman. La terre est là, ce qui frappe surtout c'est la désolation, la nudité des monts, sans un arbre, sans un arbuste, sans un buisson, c'est le roc primordial tel qu'il a surgi de la terre au jour du cataclysme qui fit monter l'île des flots. Alors ce qui est intéressant dans ce texte, évidemment, c'est un peu quand on arrive, si vous prenez un bateau, il y a un ferry qui va en Islande tous les étés, et qui arrive le jeudi, assez dissuadé d'ailleurs, en partant du Danemark.
Et quand on arrive, oui, c'est ça qu'on voit, hein, c'est une terre sans rien, sans arbres, hein, vraiment nue, avec juste la verdure des herbes. Et dans son descriptif, la fin est intéressante, qui dit le jour du cataclysme qui fit monter l'île des flots, eh bien, il était un peu précurseur parce que, vous savez, l'activité volcanique et la dynamique des plaques, hein, la dérive des continents et tout ça, on commençait à en parler, mais on ne savait pas trop. Et en fait, il se trouve que l'Islande, justement, si elle existe, c'est parce qu'elle est sur la dorsale médio-atlantique. La dorsale, c'est ce qui sépare l'Atlantique, le fond de l'Atlantique en deux. C'est là où les croûtes océaniques se séparent. Et d'un côté, ça part à l'ouest vers les Amériques, et vers l'est, ça part vers chez nous, l'Eurasie, l'Europe et l'Asie. Et donc, le long de cette dorsale, il y a de l'activité volcanique. Hein, on a vu que l'activité volcanique, ces derniers temps, en Islande, on en parle beaucoup, et elle est réelle. Mais ce n'est pas pour ça que l'Islande existe, parce que le fond de l'océan est toujours au fond par 2000 mètres de profondeur. Mais ce qui fit monter l'île des flots, c'est qu'il y a une conjonction d'une activité volcanique de dorsale, hein, et il met dessous, il y a ce qu'on appelle, alors, je ne vais pas faire la description, mais juste savoir, ce qu'on appelle un point chaud. Et ce point chaud déforme le fond de l'océan et fait surgir ce fond d'océan en plein milieu de l'Atlantique. Eh bien, c'est l'Islande. Hein. Donc, en fait, sa description est tout à fait bonne. S'échouer, c'est mourir, c'est tout simplement parce que, enfin simplement, on sait que les campagnes de pêche qui ont été sur les bancs d'Islande ont vu la disparition de nombreuses goélettes, hein, et c'est que ces goélettes, il y avait des matelots à leur bord, et évidemment, beaucoup ont disparu dans ces eaux très difficiles, dans ces mers de tempête, et quand Rouquette arrive au large de l'Islande, il suit sur son bateau, il suit le long des côtes, et bien on lui parle de tous ces naufrages et de tous ces marais qui ont disparu, et il dit parce que s'échouer, c'est bien beau de s'échouer, enfin c'est bien beau. Quand on s'échoue, qu'on est encore vivant, on est dans un endroit très isolé. Il n'y a pas des maisons tout le long, hein, de la côte, surtout en 1922. Et une fois qu'on est là, on est loin de tout, au froid. Souvent, quand on est échoué, on n'est pas en bon état, évidemment. Et donc, il y a eu énormément de marins qui n'ont pas pu gagner des secours à l'intérieur des terres. Et on sait qu'il y a beaucoup de fermiers, il y avait quelques fermes le long de ces côtes, beaucoup de fermiers qui ont sauvé des marins qui étaient comme ça perdus et qui cherchaient du secours. Voilà, donc c'est des illustrations de ces côtes avec ces tempêtes qui ont été régulièrement. C'est le travail. Je vous invite à venir samedi matin, demain matin. Maria fera justement une présentation de tous les marins français qui ont disparu, de ses recherches sur les marins français qui ont disparu sur ces côtes. Donc avant de continuer sur Rouquette, je vais juste parler un peu de l'Islande. Hein. Nous sommes à la limite du cercle polaire arctique, 66 degrés nord. Au sud, il y a l'océan Atlantique, au nord, il y a l'océan Arctique. Et c'est une île donc qui... Islande, terre de glace. Voici une photo de l'espace où on est en hiver. Quasiment tout est pris par la neige. Tout est recouvert par la neige. La côte sud, ici, il n'y a pas de neige parce qu'il y a le Gulf Stream, hein, qui est un courant chaud, qui borde ces côtes et qui dégage régulièrement les côtes et empêche la neige de prendre. Mais il y a des années où quand même il y a de la neige au sud. Et au nord, ici, dans les fjords de l'ouest et sur les côtes nord, eh bien, ça peut arriver qu'il y ait quand même un peu de prise de glace. C'est une île qui est quand même située au milieu de l'Atlantique. On a à peu près le même temps pour venir d'Europe pour aller en Islande que d'Amérique pour arriver en Islande. On est vraiment au milieu de l'Atlantique. Alors,
Juste pour dire, Rouquette vient de Montpellier, donc là, le point de départ ici sur cette photo, c'est ici Montpellier, hein, à Bigny que nous sommes ici. Eh bien, de Montpellier, il y a en ligne droite, en avion, si on avait un avion, 2800 km, mais évidemment, à son époque, il n'y avait pas d'avion. Et vous voyez que par la route, si on prend le cheminement jusqu'au nord du Danemark, et après le bateau par les îles Féroé et l'Islande, eh bien, on multiplie par 2 quasiment, on est à 4200 km du sud de la France. Voilà. Donc, terre de glace, hein, Islande, terre de glace, ça veut dire, évidemment, on a des immenses glaciers hein, qui sont présents, qui sont plus que des glaciers, ça s'appelle les Isantis, hein, qui sont des calottes glaciaires, qui sont des vestiges des grandes glaciations du Quaternaire, et avec derrière ces langues glaciaires, et au premier plan, des bouts d'iceberg, mais aussi le feu, hein, parce que c'est un peu le cliché de l'Islande, terre de glace, terre de feu. Eh bien, en ce moment, on a ces éruptions en quasiment continu sur la presqu'île Reykjanes, avec celle-ci, c'est en 2021, oui, c'est pas vieux, 22, 23, 24, et là, cette année, on a encore, et puis aujourd'hui, il y a eu un fort séisme dans la presqu'île qui annonce une nouvelle éruption. Aussi, comme référence, eh bien, on a le geyser, puisque geyser, c'est un mot islandais qui veut dire jaillir, hein, et c'est-à-dire quand l'eau chaude va partir en l'air et faire une colonne d'eau qui va être toutes les 5, 8, 10 minutes, hein, et qui va donc faire ce geyser. Donc quand on parle geyser, quand on dit geyser, on parle islandais, car en islandais c'est geysir. C'est bien sûr évidemment une île qui se découvre souvent à pied, hein, qui permet de faire des randonnées, des treks, mais qu'il faut toujours découvrir cette nature quasi intacte, hein, qui est grandiose et qui permet de voir de magnifiques paysages. Ça demande aussi, quand on rentre à l'intérieur des terres, d'être bien équipé, hein, puis d'avoir des véhicules adaptés, de ne pas partir à la légère. En parallèle avec Rouquette, on va voir qu'il lui est parti à cheval. Il n'y avait pas de voiture à l'époque, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de pont. Évidemment, une voiture comme ça, elle est tout terrain, elle permet de passer dans les rivières. Dès qu'on quitte les côtes, où il y a la route goudronnée, la route numéro 1 qui fait le tour, eh bien, on est obligé d'avoir des véhicules tout terrain adaptés. Voilà aussi quelque chose qui est emblématique de l'Islande, c'est les macareux, mais les macareux qui viennent d'ici, hein, quasiment, des îles qui sont au nord de la Bretagne, et qui, chaque été, vont aller en grande partie en Islande, et où ils vont nicher, qui malheureusement subissent aussi le réchauffement climatique, hein, le règlement climatique, puisque les capelans, qui sont les poissons qui mangent, avec le réchauffement de l'Atlantique, les poissons ont tendance à aller encore plus au nord, et il y a une famine chez les macareux à l'heure actuelle, et ça pose un gros souci. La vie en Islande, on pourrait y revenir, mais juste une illustration. En hiver, on retrouve le symbole du bateau, et évidemment qui est toujours la pêche, c'est quelque chose de permanent, hein, qu'on retrouve partout dans le pays, et des conditions souvent quand même assez difficiles. Voilà, revenons au voyage de Rouquette. Donc il arrive à Célis-sur-Nive, un fjord étranglé entre deux parois de basalte dont les escarpements sont à pic et les sommets couverts de neige éternelle. Voilà une illustration du bois de Barthélemy, et si on regarde aujourd'hui, avec ces deux photos, la photo noir et blanc qui est de 1920, hein, on voit la disposition des maisons qui sont tout autour du fond du fjord. C'est un fjord où l'entrée de mer fait 11 km. Hein. C'est un fjord assez profond, avec des hauteurs de chaque côté de montagne qui dépassent les 1000 mètres. Et la photo d'à côté, elle date des années 80, c'est une photo que j'avais faite à l'époque, et en septembre, vous voyez, c'est déjà pris par la neige, bien pris par la neige. Donc dans ce fjord, eh bien, l'écrivain rencontre des pêcheurs, nous allons voir tout à l'heure,
mais il est aussi frappé par ces habitations que l'on retrouve encore aujourd'hui. Dans ce fjord, il est assez préservé, il n'y a pas eu trop de changements. Évidemment, la ville, ce qu'on appelle la ville, où à l'époque il y avait peut-être 200 habitants, aujourd'hui il y en a à peu près 500-600. Un jouet, c'est le mot à la lettre. L'église est minuscule, son clocher et ses fenêtres sont vert cru. La poste a un toit vermillon et des fenêtres bleues. L'hôpital, tout là-bas, un hôpital à l'échelle de la cité, 18 lits, dresse un fronton vert pourpre sur la prairie qui essaye de verdir. Alors, il parle d'un hôpital. Il semblerait qu'il n'y avait pas vraiment il n'y a pas vraiment un hôpital à Célis-sur-Dur, puisque l'hôpital était plutôt dans le fjord, qui était un peu plus loin, à force que le fjord, un hôpital assez célèbre. Mais évidemment, c'est difficile à savoir, puisqu'il y avait quand même ces marins pêcheurs qui avaient besoin de secours, et dans lequel il y a peut-être une infirmerie, plus qu'un hôpital. Mais vous voyez, de ces photos, donc on retrouve une photo là de 1920, avec l'église qui est dans l'alignement du fjord. On voit la profondeur du fjord, hein, là-bas c'est l'entrée de la mer. Et cette église, on la retrouve ici, elle n'est plus dans le même axe, elle a été déplacée entre-temps. Mais ces maisons, qui étaient les maisons dont l'extérieur est en tôle ondulée, mais peintes, sont celles que a pu voir Rouquette il y a une centaine d'années. Donc, dans ce fjord, il y a des chalutiers. Alors, surtout que les chalutiers, quand on parle des pêcheurs d'Islande, évidemment, on fait référence à la Bretagne, mais pas que. Il y a aussi ceux de Dunkerque, ceux de Gravelines. Ce sont les plus connus. Évidemment, c'est ceux qui ont fourni, surtout les Bretons, hein, chez vous, là, ce sont ceux qui ont fourni le plus de marins, le plus de goélettes. Mais il y avait aussi quelques Normands, puisque à Fécamp, on est plutôt sous des terrains de vin, mais il y a une période où il y a eu des Islandais, qu'on appelle Islandais, donc de ceux qui vont pêcher à Islande, comme ils disaient à l'époque. Et il se trouve que là, il y a 5 chalutiers de Fécamp. Et il y a ce lieu-là qui est dans le fjord, où il y a ces maisons qui sont destinées exclusivement aux pêcheurs français, qui aujourd'hui, si vous y allez, il n'y a plus du tout de maison, il n'y a plus rien, mais qui sont un peu, vous voyez, pas tout à fait au fond du fjord. Donc cette rencontre avec les pêcheurs de Fécamp, eh bien, va lui permettre de faire pourquoi il était là, c'est-à-dire un reportage sur ces gens. Et dans son roman, il en parle et il décrit la vie de ces marins pêcheurs. Vous voyez ici, il y a 3 chalutiers, donc le descriptif du Normandie, celui qui est là-bas, là, le 3e. Là, on voit la Somme qui est équipée d'un canon. Hein, c'était donc des photos certainement pendant la guerre. Et le Cap Fénier, il y a le Cap Fénier 1 et le Cap Fénier 2. Le 2 s'est échoué en Islande. Et si vous allez à un très beau musée dans le sud qui s'appelle Skogard, si vous allez en Islande, vous allez aller au musée des arts et traditions. Et il y a un film sur le sauvetage de l'équipage du Cap Fénier 2. Donc là, on va faire un petit texte. On va lire un petit texte extrait du roman. D'abord en français, lu par Martine, et ensuite par Maria, en islandais. Seyðisfjörður. Là-haut, sous le cercle polaire, par 65 degrés 16 de latitude nord et 14 degrés de longitude, un fjord étranglé entre 2 parois de basalte dont les escarpements sont à pic et les sommets couverts de neiges éternelles. Au fond de la passe, un port naturel où les morutiers, les baleiniers et les chasseurs de phoques trouvent un abri sûr par gros temps, à condition d'éviter les roches sournoises de la pointe de Dalangui et des récifs de la côte de Skalanes et Vokanuta. Au mouillage, il y a 5 chalutiers de Fécamp. Les hardis marins de France accomplissent ici un labeur qui mérite d'être cité en exemple. Qui dira la vaillance de ces équipages subissant, sous un climat les plus durs, les rafales et les paquets de mer, travaillant parfois avec de l'eau jusqu'à la ceinture,
accomplissant la rude besogne des morutiers 18 ou 24 heures durant, sans se plaindre, sans grommeler, gaiement, à la française, nos matelots chalutent, taillent, coupent et salent le poisson. Í íslensku þokunni. Seyðisfjörður, norður undir heimskautsbaug, 65 gráður og 16 mínútur norðlægrar breiddar og 14 vestlægrar lengdar. Fjörðurinn í kví, milli tveggja brattra basaltveggja sem efst eru þaktir eilífum snjó. Í botni fjarðarins náttúruleg höfn þar sem þorskveiðiskip, hvalfangarar og selveiðiskip hafa skjól í vondum veðrum. Á skipalæginu við Vestdalseyri eru 5 togarar frá útgerðinni í Fékam. Hinir hraustu frönsku sjómenn vinna hér verk sem nauðsynlegt að skýra frá. Hver getur ímyndað sér hreysti þessara áhafna sem vinna stundum í sjó upp að beltisstað í harðasta loftslagi sem getur. Þola ágjafir og stórsjó og vinna erfiðisverk þorskveiðimanna 18 eða 20 tíma samfleytt. Alors, tack för er, Maria. Voilà, donc vous avez vu la langue islandaise, qu'on a parlé, bon, c'est le même texte, les deux là. Et c'est pour nos marins, quelle que soit leur origine, qu'ils soient bretons, normands, quel que soit, eh bien, ils avaient affaire à des gens qui parlaient cette langue-là. Donc, il fallait pouvoir se comprendre. Hein. Donc, il y avait beaucoup d'échanges par les mains. Et il se trouve aussi qu'il y avait quand même quelques Islandais qui parlaient très très bien français, parce qu'ils étaient en relation directe avec les capitaines pour tout ce qui était échange, réparation, besoin, à cette période-là. Donc, je vous dis comme tout à l'heure, évidemment, beaucoup de ces marins, on le sait, hein, vous êtes bien placés, avec le mur des disparus, là, après Paimpol, beaucoup de marins ont disparu, et à Folksfjörður, donc un fjord qui est juste à côté de Seyðisfjörður, il y a ce cimetière où il y a juste 44 tombes, mais qui est représentatif, puisqu'on appelle ça le fjord des Français, où il y avait l'hôpital, le vrai hôpital français. Il y en avait 3 en Islande, un là, un aux îles Westman et un à Reykjavik. Et puis aussi à Patagfjörður, il me semble qu'il y avait une antenne. Eh bien, chaque année, là, il y a des cérémonies en l'honneur de ces marins. Voilà aujourd'hui la pêche en Islande, moderne, hein, celle que les Islandais pratiquent, avec tous les moyens les plus modernes. Aujourd'hui, la flotte de pêche islandaise et les moyens techniques, que ce soit toute la machinerie, tout le système de congélation et ainsi de suite, sont les plus performants au monde, hein, certainement la référence mondiale. Et en sachant que, on se rappelle que l'Islande, c'est 360 000 habitants aujourd'hui, hein. Il y a 100 ans, c'était 150 000, donc c'était pas grand monde. Il y a 150 ans, quand Rouquette va, eh bien, on a plutôt encore des pêcheurs étrangers qui sont là, donc des Français, mais pas que, il y a des Anglais, des Hollandais, fait tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, des Islandais ont appris certainement de ces étrangers qui venaient et ont développé, grâce à cette ressource halieutique, ont développé une économie qui, dans les années 80, là, était à peu près 70% de l'économie nationale, hein, scandinave, et qui a permis à cette Islande qui était quasiment moyenâgeuse, on peut dire, hein, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, de tout d'un coup avoir énormément de moyens financiers et d'être aujourd'hui un des pays les plus riches au monde, en proportion, hein, évidemment. Et par contre, il y a toujours quand même, vous voyez, ce souci de la conservation et de la qualité du poisson islandais, qui est certainement là aussi un des meilleurs, ne serait-ce que au niveau des cabillots, puisque ce sont des cabillots endémiques qui sont pêchés sur les côtes, qui naissent, qui vivent, voilà, auprès des côtes islandaises, mais aussi par la qualité du traitement, avec là des moyens, bon là c'est un moyen assez simple, on met de la glace,
Mais dès que ça rentre dans l'usine, vous voyez le chalutier qui est derrière, l'usine est juste à côté, parce que c'est là où je travaillais. Et la chaîne du froid, je peux vous garantir qu'elle était hyper respectée. Voilà, donc les cabillots islandais, tels que ces pêcheurs peuvent attraper sur le banc. Alors, donc, je vous disais, il y a des Islandais qui étaient en relation avec les pêcheurs qui arrivaient. Et dans ce fjord, l'un de ces Islandais, c'était Einar Jónsson. Ce Einar Jónsson, Roquette donc, le décrit dans son roman. Einar Jónsson est mon ami, c'est un colosse bon enfant, il mesure 1,97 m, soulève sans effort des sacs de 200 livres, donc des gros poids. Hein. Et ce personnage va devenir le second personnage du roman, puis dans le roman on a en gros Roquette lui-même, puis cet Einar Jónsson qui va lui permettre de faire son périple. Ce qu'il faut dire, c'est que Roquette est arrivé en Islande pour les pêcheurs, mais il a son âme d'aventurier qui le titille, et il devait repartir par le bateau Lipor en France, mais non, il dit non, moi j'ai envie de découvrir le reste du pays, et c'est là qu'il va décider de traverser l'île d'Est, d'où il est, en ouest, jusqu'à Reykjavik, par les terres intérieures. Et dans la recherche que j'ai pu faire donc, sur son passage, j'ai trouvé donc le fils de Einar Jónsson, puisque Einar Jónsson, malheureusement, va décéder assez jeune, et son fils, donc Bjarni Einarsson, Einarsson, le fils de Einar, était un professeur de langue en Islande, et il parlait parfaitement français, et il m'a parlé donc de son père. Il dit, mon père, Einar Jónsson, n'a jamais été guide, puisqu'il va l'employer comme guide professionnel, il va l'employer pour faire la traversée, mais il décrit, il dit, il a naquit à Seyðisfjörður en 1890, et il vécut jusqu'à sa mort en 1928, vous voyez, il est très très jeune quand il meurt noyé lors d'une pêche, et à l'exception de quelques années où il fut gérant d'un commerce à Reykjavik, donc il a toujours vécu dans ce pays de l'Est, dans ce fjord de l'Est. Mais il me dit que lui, il a vu Roquette. Hein. Voilà, pour moi, c'était assez important quand j'ai rencontré ce Bjarni, c'est qu'il m'a dit, moi, je l'ai vu Roquette. Donc, je sais que Roquette est allé là-bas, réellement. Hein, il y a des témoins. Hein, avant que Roquette et mon père ne partent, papa me prit avec lui sur sa selle et me fit faire un petit tour sur le chemin avant de revenir à la maison. Un de ses amis d'enfance m'a raconté avoir souvent vu mon père prendre ses repas et l'œil rivé sur les livres de grammaire française posé à côté de lui. Ça veut dire que donc il parle parfaitement le français, et Roquette dans son roman dit aussi qu'il parle l'anglais, il parle le danois, donc il parle l'islandais, éventuellement peut-être un petit peu l'allemand. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui maîtrisait ces langues, qui lui permettait d'être en contact avec tous les marins pêcheurs. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on retrouve en Islande, cette qualité, cette capacité de pouvoir parler plusieurs langues, hein, parce qu'il y a l'islandais, bon l'islandais c'est pareil, pas les islandais, c'est quand même une langue de niche, mais il y a le danois, hein, puisqu'ils avaient l'obligation de parler le danois, mais c'est resté, puisque les Danois étaient les possesseurs de l'Islande pendant plus de 600 ans. Et puis, mais l'anglais aujourd'hui est très commun en Islande, et beaucoup parlent aussi d'autres langues. Et alors, moi j'ai rencontré Bjarni, mais Bjarni est décédé, c'était un vieux monsieur quand j'ai rencontré, et j'ai aussi le petit-fils, Herman, et qui, quand je lui ai parlé de ce voyage, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, lui, et ce voyage, ça l'a toujours fait rêver, les petits-fils, parce que Einar Jónsson est quelqu'un qui est un mystère. Hein. Notre grand-père Einar Jónsson a toujours été un mystère pour nous, ce qui est très excitant de savoir un peu plus de ce qui s'est passé et de découvrir ce roman dans lequel on parle de leur grand-père, chose qu'ils ne connaissaient pas avant que je les rencontre. Et sur cette photo, il y a trois personnages, donc Einar est au milieu, hein,
Einar Jónsson. Et à côté, il y a ce personnage qui, lui, est le consul de France, enfin l'attaché consulaire de France. En fait, ce que dit Rouquette, en fait, réellement, il n'était pas vraiment attaché consulaire, mais c'est pas grave. C'est celui qui était vraiment en relation avec les pêcheurs, puisqu'il y avait une obligation pour les pêcheurs étrangers, quand ils arrivaient dans ces lieux, de commercer avec les commerçants locaux, et ils ne pouvaient pas amener d'eux-mêmes tout ce qu'ils avaient besoin pour réparer, et ainsi de suite, parce qu'il y avait voilà, un monopole. Et donc là, il dit qu'il appelle, ils n'arrivent pas à prononcer son nom, donc il appelle Gimi, hein, mais en fait son vrai nom est en bas, oui, c'est Gesmundur Sorarinsson, c'est son nom qui est parfois un peu difficile à prononcer. Et bon, j'ai mis aussi, là il y a toute la famille, parce qu'en fait j'ai fait cette présentation en Islande l'été dernier, donc pour les Islandais c'était important. Stefania, Sigridur Arnasdóttir, c'est la femme d'Einar Jónsson, et il la décrit comme une madone florentine, très madone, aux prunelles d'un gris bleu, très doux, très tendre, qui frange le cils long et recourbé. Là, vous voyez, elle est dans une tenue. Alors, Maria a une tenue islandaise aussi. Hein. Il y avait plusieurs types de costumes en fonction du rang social. Disons que Maria a surtout un costume qui est plutôt du peuple. Et là, je ne sais pas pourquoi, Stefania a quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Et vous voyez, là, sur le côté, elle a quelque chose qui est noir, c'est la ceinture. Et quand la ceinture tend assez long comme ça, c'est un rang social plus élevé. Hein, c'est un marqueur social de sa classe. Et dessous, vous avez les maisons telles qu'elles étaient pour le petit peuple, on va dire, pour ceux qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas les maisons comme on a vu tout à l'heure, en tôle ondulée, des maisons avec en terre gazonnée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Rouquette, Louis-Frédéric dit à Einar, eh bien, moi je veux aller à Reykjavik, je veux aller à Reykjavik. Il dit, dis donc Einar, monsieur, on peut aller de ces histoires à Reykjavik? Je me lève et déclare avec une familiarité qu'il tolère qu'il ne faut pas passer, que ne faut-il pas passer à ces Français qui sont tous un peu fous? Eh bien, Einar, j'irai à Reykjavik par les terres. Oui, c'est bien ce que je disais, les Français sont un peu fous, et celui qui parle à Einar Jónsson, plus que tous les autres. Mon ami roule des yeux effarés, hésitant à comprendre. Par les terres, répétait-il. Oui, par les terres. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible? Mais, monsieur plaisante, je ne plaisante jamais, j'irai à Reykjavik. Mais il n'y a pas de route. Pas de route? Non, monsieur. Ben, on s'en passera. Alors là, il joue un peu le fanfaron, hein. Comme on dit dans le sud, il fait le cake. Mais dans son roman, il fait ça. Car en fait, Einar, on peut savoir que c'est pas ça qui l'effrayait, hein, de faire la traversée. Certainement, il a été, puisqu'il a été pris un peu de surprise, il s'est dit, il faut acheter des chevaux, il faut avoir des équipements. Lui, il sait très bien ce qu'il attend, c'est-à-dire des grands déserts, du froid, de la pluie, de la neige, des rivières à traverser. Et voilà, donc il sait tout ça. Et voilà, donc Rouquette en fait un petit peu un scénario. Voilà une carte que Rouquette a envoyée à sa sœur où il décrit son périple. Donc nous sommes ici à l'est, à Seyðisfjörður, et le périple va partir. Alors, là, il est un peu faux son dessin. Il part là et il va passer par le nord, par Akureyri, une ville au nord, puis Blönduós, qui est ici, et redescendre par ici jusqu'à Reykjavik. Ça sera le périple à cheval, hein, qu'ils vont faire tous les deux. Et la suite, c'est le départ en bateau, hein, qui va le ramener en France, de Reykjavik. Il suit la côte sud pour partir vers la France. Et il a rajouté cette flèche-là pour dire qu'il est allé au Groenland. Mais en fait, il anticipe, puisqu'il ne sera pas parti au Groenland, il est allé au Groenland, mais plus tard, il est allé aux îles Féroé. C'est des îles Féroé qui prendront un bateau. Les îles Féroé, c'est un archipel qui est entre l'Islande et la Norvège. Et il ira dans
au Groenland, et on le retrouve dans un autre livre, ce périple, mais qui ne sera pas un périple d'aventure tel qu'il a vécu en Islande. Voilà une carte, alors elle est difficilement lisible, mais dessous j'ai mis les noms, mais ce qui représente le début de son voyage. Hein. Là, le fjord est plutôt de ce côté-là, donc ils vont passer les collines, les montagnes du fjord par un col, puis arriver ici. Alors vous voyez ici, ce qu'il y a en vert, c'est un lac, c'est un très très grand lac qui fait 50 km de long, et tout le long il y a des habitations, entre Breka, Bezastagendir et Kufjessel, voilà tout ça. C'est des endroits où il va rencontrer des gens, il va en parler dans son roman, hein, c'est pour ça que je les avais repérés. Et là, c'est le début de la grande traversée par le désert, puisque arrivé à ce point-là, on a ici une zone très très désertique. Donc par exemple, il arrive au col et puis il dit, mais où est le village est là? Parce qu'il a une carte, hein, et dans cette carte, il y a marqué un grand point comme une ville. Le village, oui, pour l'étape, l'homme montre un point à l'horizon, ben c'est là. Devant nous, un peu à droite, oui, là, s'occupe de Pierre. C'est là que nous arrêtons. Voilà, c'est tout le long. Il croyait, parce que lui, il avait vu sa carte, il dit, bon, on va traverser l'Islande tranquille. Hein. Mais non, en fait, la carte, elle est très trompeuse. Et malgré tout, voilà, c'est dans ce cube de pierre, ben, moi, j'y suis retourné dans les années 80 et j'ai trouvé un de ces personnages, c'est lui, qui, quand il était jeune, hein, dans cette photo, a accompagné l'auteur, Rouquette, sur une partie de cet endroit à cheval. Et il s'appelle aussi Einar Sigbjørnsson, qui était né en 1901, qui était fermier donc à Eikufjessel, qui est une ferme, qui est donc le cube de pierre que l'on voit ici. Donc là, c'est le début de la grande traversée des déserts, hein, sur les plateaux, qui sont accueillis pour du temps difficile. C'est juin, hein, mais tempête de neige et grand froid. Évidemment, donc ils ont 4 chevaux, 2 chevaux qui portent le matériel et 2 chevaux pour les cavaliers. Et vous voyez donc le bois de Barthélemy sur le côté représente ces chevaux dans la neige. Et voici une photo que j'ai faite de ces chevaux dans la neige, où ce sont des chevaux, les chevaux islandais, ces chevaux qui étaient arrivés, puisque l'Islande a été colonisée au IXe siècle. Hein. Avant le IXe siècle, il n'y avait pas d'habitants d'Islande. Et quand les colons sont essentiellement des Norvégiens qui vont venir s'installer en Islande, eh bien, ils ont amené des animaux domestiques, dont les chevaux. Et ces chevaux se sont très très bien adaptés en Islande. Et c'est les seuls animaux domestiques qui restent toujours dehors, quelles que soient les conditions météo. Ils vont avoir en hiver des poils un peu plus longs et vont pouvoir vivre sous la neige. Vous voyez, du sabot, ils raclent le sol, enlèvent la neige pour essayer de trouver une maigre pitance. Ce qui le surprend énormément, c'est l'accueil. Ils arrivent dans des fermes en terre, comme ça, là, il y a des scènes de Barthélemy qui montrent les maisons, comme on voyait tout à l'heure sur la photo. Eh bien, c'est chaque fois qu'ils arrivent, ils sont accueillis et ils vont avoir le coucher, le repas, le café, et évidemment, le Rouquette, lui, il se dit, moi j'arrive avec un gars qui fait 1m97, qui mange comme 4, mais ça va, c'est pas grave, on va rentrer là-dedans, on va manger, en sachant que c'est très isolé. Les ressources naturelles sont très faibles. Hein. Il faut chasser, il faut pêcher, il faut cueillir en été tout ce qu'on peut cueillir, et il n'y a pas grand-chose pour pouvoir vivre. Et tout ça, on va fumer, sécher la viande, saler plus tard, hein, quand on aura du sel. Et vous voyez là, il fait moins 12. Donc on est fin juin, hein, il fait moins 12. Sur les chevaux, il devait faire froid quand même. Ensuite, dans le grand désert, ici, là, vous savez, si vous allez en Islande, vous êtes peut-être allé à Mosuldaler, il y a une ferme qui est isolée, c'est la dernière ferme qui reste, et qui est devenue un peu un centre de passage obligatoire quand on va dans le grand désert central,
où on peut boire dans une maison en terre un café très chaud, c'est très très bon. Mais il y a aussi une grande rivière. Le voilà. Cette grande rivière, enfin c'est un fleuve, puisqu'il va se jeter dans l'océan Arctique. Et ce fleuve, à l'époque, il n'y avait pas de pont. Et il fallait rentrer là-dedans. Alors, au niveau dimension, on a à peu près 30 mètres, ou même 40 mètres de large. Hein. Des eaux qui sont à 4-5 degrés de température, dans lesquelles on n'a pas pied. Et la seule façon de traverser ce genre de rivière, c'est à cheval. Hein, puisque le cheval, lui, va nager et arriver à passer. Les eaux sont d'un gris cendré, elles courent impétueuses venues des grands glaciers. Et c'est là qu'il va vivre certainement la chose qui l'a le plus marqué dans ce trajet, c'est que quand ils sont devant ce fleuve qu'il faut descendre, et bien là, la ferme que je vous ai tout à l'heure, ils ont acheté un cheval, un vieux cheval, et Rouquet ne comprenait pas pourquoi son guide voulait absolument acheter ce cheval, qui était une vieille carde. Et en fait, il va trouver son utilité en arrivant sur la rivière, c'est que les 4 chevaux qu'ils ont, ils sont un peu jeunes, et ces 4 chevaux, ils ne veulent pas rentrer dans l'eau. Ils ont peur. Et en achetant ce vieux cheval pour une poignée de couronne, eh bien, ce vieux cheval, lui, hop, il va rentrer dans l'eau, et les autres vont le suivre. Et donc, là, vous voyez, je pose du talon, le mien, il s'avance, recule, se carpe, et soudain se jette à l'eau comme on se noie. D'un seul bond, il franchit 3 mètres, tombe, souffle et nez, et nage. J'ai les maxillaires crispés, le froid, non, la peur. Une peur insensée, stupide qui me tient à la gorge. Mais là, c'est de l'eau très, très froide et très puissante qui les pousse. Et ils vont faire quasiment 100 mètres dans l'eau, en dérive, hein, avant d'aborder sur la rive d'en face. J'ai une photo qui montre, vous voyez, aujourd'hui, il y a un pont. Vous voyez ce grand pont là? Donc ils abordent par ici et ils dérivent là, jusqu'à ici. Et le guide lui a bien indiqué, il dit, tu regardes toujours entre les 2 oreilles du cheval, jamais à droite, jamais à gauche, et tu laisses faire le cheval, tu ne te penches pas, parce que si tu te penches, c'est parti, vous êtes emporté, et il faut savoir que là, à quelques kilomètres, il y a la plus haute chute, la plus puissante chute d'Europe, qui s'appelle Détifos, qui fait 44 mètres de haut, et donc... il n'y a que Tintin qui arrive à s'arrêter au bord d'une chute d'eau. Ouais. Là, c'était pas possible. Pour dire que quand on va sur le désert, voilà, on a des pistes qui vont traverser aujourd'hui ce grand désert. Eh bien, il faut être équipé, avoir, comme je disais tout à l'heure, un véhicule adapté, mais aussi, pas oublier de faire le plein, hein, parce qu'il n'y a rien au milieu. Et évidemment, il va y avoir des coulées de lave à traverser, des rivières, tout ce genre de choses. À l'époque, ça se faisait à cheval. Hein. Ces chevaux, donc, qui avaient été amenés par les colons, sont toujours capables, eux, de traverser ces grandes étendues désertiques qui sont très rustiques. Hein. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture. Et l'eau ne les effraie pas vraiment. Comme je disais tout à l'heure, ils ont traversé la rivière. Là. Et quand on les voit passer dans l'eau, ils sont vraiment à l'aise. Hein. Et ces chevaux ont été vraiment les compagnons jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui a vu le changement, puisque l'armée américaine s'est installée en Islande pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme toujours, l'armée américaine, ça laisse des tas de véhicules, des Jeeps, des Dodge, des GMC. Et les fermiers qui n'avaient que ces chevaux ont dit tiens, c'est pas mal une Jeep aussi pour se déplacer. Et c'est à ce moment-là que les chevaux ont eu moins d'utilité. Mais aujourd'hui, c'est toujours une passion chez les Islandais. Et ces chevaux, il y en a 70 000 qui sont toujours là et qui permettent de faire des randonnées. Sinon, quand on est à pied, eh bien, voilà, il faut enlever les chaussures et puis pas hésiter à traverser, en sachant que l'eau, à quelques degrés, ça fait toujours mal aux pieds. Ou en véhicule, hein, comme je disais, c'est jamais évident de traverser une rivière. Parfois, ça peut être assez compliqué. Et quand c'est compliqué, il faut des secours. Voilà, donc là, ils ont traversé une grande partie de ce qu'on appelle le Zadaroin. Le Zadaroin, c'est un grand désert central. Et ce grand désert central, eh bien, il y a une oasis, puisque c'est un désert froid. Hein.
Cette oasis, c'est Bivat, où il y a un lac, et il y a des gens qui vivent là. Et vous voyez, tout autour, il y a plein de sites volcaniques, dont ce magnifique cratère d'explosion, Krakfjord, qui est là. Et lui, il décrit, il dit que c'est au reflet d'un rouge de rouille, vous voyez. Non pas, hein, on dirait qu'il est en fer et qu'il est rouillé. Le texte est là, juste après. Et donc dans ce lac, il y a énormément d'oiseaux qui viennent nicher chaque été. C'est un endroit où on va trouver 14 espèces de canards différents, dont le canard qui vient des Amériques et qui ne niche exclusivement dans cet endroit. Alors, on a un autre texte à lire. La longue, l'abominable étape. Nous laissons sur la gauche la montagne bleue et coupons à travers les roches éruptives. Puis soudain, sans raison, le désert de cendres et de pierres. Les chevaux butent, s'enfoncent, se dégagent d'un coup de rein, s'enfoncent, butent, se dégagent. Pas une touffe d'herbe, rien. Ici, rien ici de vivant, ni sur la terre, ni dans le ciel. Pas un insecte ne rôde, pas un battement d'ailes. Nous descendons au pas la vallée de la mort. À l'horizon, une chaîne de montagnes. Pas à pas, mètre par mètre, nous allons vers elle avec l'espoir secret que, du haut du col, nous changerons de paysage. La descente, le cheminement au creux de la vallée, la remontée du mont Chauve. Au sommet, nous apercevons à nos pieds l'immensité désertique. Mornes heures où la désolation de la nature courbe nos âmes. Nous ne reverrons jamais le pays du soleil, les eaux jaseuses qui bordent la prairie, le fuseau des peupliers qu'un vert très doux incline vers le sol. Un nouveau col et c'est encore le déroulement infini de la terre maudite. C'est une symphonie grise, gris de cendres, gris des cailloux, gris de mes pensées. Le morne balancement du poney qui me porte et m'assouplit et m'endort. Il semble que je descends aux rives fatales, île d'enfer, pays du diable. Reiðtúrinn í stormnum. Langur og hræðilegur áfangi. Við höfum Bláfjall á vinstri hönd og förum þvert á hraungrjótið og í einu vetfangi erum við óvænt komnir í eyðimörk. Eyðimörk úr ösku og grjóti. Hestarnir hnjóta, sökkva í, rykkja sér upp, sökkva í aftur, hnjóta, losa sig. Hvergi stingandi strá, ekkert kvikt, hvorki á jörðu né himni. Ekki skorkvikindi, hvernig, engin vængjaslög. Við förum fetið eftir dal dauðans. Ný hæð og enn það sama endalausa, fordæmda landið. Það grá hljómkviða, grá með ösku, grá með grjóts, grá með hugsana minna, þunglamalegt göngulag hestsins sem ber mig, vaggar mér og svæfir mig. Það eins og ég sé á leið ofan á örlaga strönd að eyju vítis, landi djöfulsins. Voilà, donc l'île d'enfer, le titre de ce roman, on l'a vu dans le texte, on va en voir tout à l'heure. L'île d'enfer, c'est une façon de dire que son périple a été difficile. Hein. C'est aussi une façon pour lui de s'interpréter comme s'il était dans le roman de Dante, l'enfer. Et il se voit descendre donc dans les terres, jusque chez le diable, dans ces vastes étendues. Voilà.
je descends au rive fatale et l'enfer, pays du diable. Alors, c'est pas très flatteur hein, pour l'Islande, puisqu'en fait, c'est pas ça. Mais il a cette idée dans la tête de se prendre pour le héros de la Divine Comédie. Hein, c'est Virgile qui est amené, Dante qui est amené par Virgile aux enfers. Et donc on retrouve les deux personnages, Hénard qui serait Virgile, celui qui connaît, et Dante qui est lui-même Rouquette. Mais il y a des accueils, et puis parfois, donc, il arrive chez des gens qui sont vraiment hospitaliers, comme je vous ai dit tout à l'heure, et là, eh bien, ces petites églises, quand on va en Islande, on en voit un peu partout. Alors c'est luthérien, hein, c'est protestant, mais on a des églises, et on n'appelle pas ça des temples, là-bas on appelle ça des églises, et souvent à côté des fermes, puisque le pasteur est aussi un fermier, hein, avec là, cet endroit, Sferau, qui est avec une photo de 1920, et voici, ah oui, j'ai oublié de dire ça, tout à l'heure on verra une photo de 1992 que j'ai prise. Donc vous voyez, là il mange un morceau de poisson et il décrit cette façon de manger cette tête de flétan. Il est avec le pasteur, et le pasteur lui décrit que le bonheur de manger ce morceau de poisson. Voilà, donc quand j'y suis repassé en 92 ici, eh bien j'ai vu que la ferme il l'a retapée, il l'avait gardée dans le même style, hein, et avec ces façades en bois qui sont typiques fin 19e, début 20e. Voilà, ça c'est une ferme qui est au sud, qui a gardé des bâtiments de ce style, hein, qu'on retrouve dans leur jus, hein, pas retapé, vraiment qui a été utilisé, et qui montre comment c'était ces maisons, ce qu'on appelle en terre gazonnée. Alors souvent c'est marqué tourbe dans les livres, mais c'est pas de la tourbe, c'est la terre gazonnée, donc qui permet de faire les murs, de s'isoler du froid, évidemment l'hiver, aussi un peu l'été, parce qu'il ne fait pas toujours chaud. Et puis la façade en bois, qui est un ajout qu'on va rajouter à partir du moment où le développement commercial et les échanges avec l'Europe vont reprendre au 19e siècle, et qui vont être donc beaucoup plus confortables puisqu'il y a la porte et tout ça, plutôt que de tout avoir en terre. Continue là sur cette carte, et bon, c'est pas très lisible ici, mais Akureyri ici, là c'est marqué Akureyri, mais là c'est Akureyri, hein, qui est la grande ville du Nord. Et pour ce faire, il y a là une autre rivière qui est très célèbre, puisqu'il y a une chute d'eau qui s'appelle Godafoss, la chute des dieux. Et il y a des ponts. Donc quand il est passé, lui, c'est ce pont-là, hein, qu'il y avait à l'époque. On retrouve ici les supports, il n'existe plus. Il y a eu un autre pont qui aujourd'hui est devenu piéton. Et maintenant, il y a un grand pont qu'on ne voit pas sur la photo qui permet de faire passer les véhicules. Oui, les poneys ne sont pas habitués, enfin ils appellent ça des poneys, mais ce sont des chevaux. Les chevaux ne sont pas habitués, et évidemment il a fallu les contraindre pour passer sur ces ponts. Ils sont plus habitués à passer par la rivière. Et ils arrivent donc à Akureyri, la grande ville du Nord, et il y a déjà beaucoup de constructions à cette période. C'est une ville qui va se développer énormément fin 19e, début 20e, et qui aujourd'hui est considérée comme la deuxième grande ville du pays après Reykjavik, sachant que Reykjavik est une agglomération de 5 villes quand même, et où il y a un trafic maritime très 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 important. Donc ça c'est le dessin de Barthélemy. Voilà la photo, hein, des photos de l'époque. On retrouve exactement le même disposition. Et donc voilà, ce qui dans son périple aussi, ce qui l'attire, c'est ces cimetières qui sont dans les fermes, évidemment, puisque ces fermes étant toutes dispersées, ben, il y a un point de rassemblement qui est autour de l'église, et ces petits cimetières où il dit que il aimerait dormir là.
Alors, qui n'a jamais connu la misère des mondes, ça dépend de ce qu'on appelle la misère, évidemment, parce que la vie à cette période en Islande, qui est quand même très difficile, hein, on est isolé, on est loin de tout. En cas de problème, d'accident, pour avoir aussi de la nourriture, tout ça, c'était vraiment plus de la survie que de la vie. Et vous voyez, le décès de Barthélemy, on retrouve la forme de croix qu'il y a, cette photo que j'ai faite dans les décennies précédentes. Et bien, tout arrive, hein, une borne qui indique Reykjavik, 310 km. Il se dit, bonne affaire, on a bien parcouru, mais en fait, il n'a parcouru que la moitié. Hein. Donc, il reste beaucoup de trajets. Mais ça fait une rupture dans le roman, c'est-à-dire, autant il a décrit la dureté des déserts, du froid, des rivières, autant dans cette deuxième partie, il va plutôt le ressenti par rapport au pays. Et d'ailleurs, le traducteur, Jon Oskar, a dit que ça a été très difficile de traduire parce que c'est pas descriptif, comme souvent on a dans les récits d'aventuriers, où on décrit les paysages et tout ça. Là, c'est surtout ce qu'il en ressent, et on rentrera de plus en plus là dans la Divine Comédie, c'est-à-dire cette référence à l'enfer. Là aussi, le ville Blönduós, dans lequel on voit le dessin de Barthélemy et une photo de l'époque. Vous voyez, c'est très très fidèle, donc on peut dire que Roquette a bien ramené des photos. Les photos noir et blanc, ce n'est pas des photos de Roquette, mais il a dû faire les mêmes à ce moment-là. Et il parle toujours de l'accueil. Là, il y a une belle jeune fille. Bon, il y aura une petite amourette, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, ça fait partie du roman, hein, de ces rencontres. Petit spectre noir, souvenir parmi les souvenirs de ma vie, un petit spectre noir, dont l'âme parfumée est absente, partie avec le mirage de mensonges désabusés. Et alors, là on le voit difficilement, mais son costume, c'est exactement le même que Maria. Hein. On a le même chapeau avec le côté, l'espèce de queue de cheval qui descend. C'est exactement la même chose que ce qu'a Maria. Ça même. There are two kinds of like mine with this. Donc Maria je précise qu'il y a deux types de costumes. C'est celui qui est là, qui avec beaucoup de broderie, hein, qui est déjà quand même celui de la fête, qu'on met quand il y a des grands moments à célébrer. Et celui-là, c'est plus le commun, celui que, c'est difficile à voir, hein, c'est-à-dire une sorte de plastron qui est devant, là, hein, qui est celui de tous les jours. Voilà, donc là, il dit, là, on est plus dans la poésie, en bas, la mer Océane et un cœur immense qui bat. Donc, il y a ce changement dans le discours, dans le roman. Peut-être aussi qu'il est sur... voilà, ça fait presque 1 mois et demi qu'il est sur son cheval. Hein, et il commence à avoir des envies intellectuelles de s'évader. Et voilà, cette nuit, j'ai compris la majesté divine. Voilà, la photo, là, il faudrait mieux la rendre, mais vous voyez, il y a l'éclairage, les boutons. Ça donne cette impression. Et puis, quand même, quelques descriptions avec ce passage ici, dans cet endroit, Vansdalsotlar, qui est un endroit particulier, quand on va sur d'accueil à Reykjavik, qui est là, juste pour l'anecdote, c'est l'endroit où il y a eu la dernière exécution capitale en Islande. En 1863, un couple qui a été condamné à avoir la tête tranchée. Et depuis 1863, il n'y a plus eu ils ont aboli la peine de mort, et il n'y a plus de peine de mort en Islande. Donc bien avant tous les pays modernes que nous sommes, hein, pour dire. Et puis, donc, dans ce périple-là, voilà, c'est la pluie balait vite, les montagnes sont brouillées, le ciel et la mer se fondent dans une même teinte grise. Là, il a un peu le moral qui baisse. Et du coup, il en profite pour parler des coutumes, des légendes, de la mythologie ancienne, puisqu'il parle de Odin, il parle de Thor, et des géants, puisque c'est l'origine dans la mythologie scandinave. On a les géants du Gir, qui s'opposent aux dieux, hein, de Asgard,
et où il y aura à la fin le Ragnarok, c'est-à-dire la confrontation entre ces géants et les dieux, ou qui verra la disparition et la mort de ces dieux comme Thor et Odin. Et ça lui inspire le fait de voir à un moment un faucon qui s'en prend à des corbeaux. Cette image le met dans ses récits mythologiques. Avec de temps en temps des accueils, surtout que, pour dire que moi quand je suis passé, vous voyez, là c'est un 14 juillet, il a très froid, et elle existe toujours, cette ferme, Svennatunga, qui est sur la route de Reykjavik. Et en fait, donc c'est l'arrivée à Reykjavik, et un soir au col de Svinnaskar, j'ai arrêté mon cheval, j'ai vu dans le matin un promontoire de Reykjavik comme une ligne bleue tracée sur l'océan. Alors là, il dit, donc il y aura un petit texte là aussi, la longue et périlleuse traversée de l'Islande de l'Est à l'Ouest est accomplie. Il voit Reykjavik, il se dit, ouf, j'arrive enfin de l'autre côté. Un soir, au col de Svinnaskar, j'ai arrêté mon cheval et j'ai vu dans le lointain le promontoire de Reykjavik, comme une ligne bleue tracée sur l'océan. Qu'importe les heures détestables des jours passés, la ville est là, le but qui reculait sans cesse comme un mirage est atteint. La longue et périlleuse traversée de l'Islande d'est à l'ouest est accomplie. Le danger est derrière moi, j'oublie. Fleuves impétueux qu'il faut traverser à la nage, glace qui s'ouvre sous les pas des chevaux, gouffres qui bâillent, avalanches de roches qui croulent en 10 secondes après qu'on est passé, tempête de sable rouge, pluie de cendres, grise, crachée par on ne sait quel volcan mystérieux, tapi dans les glaciers énormes. Toutes ces choses sont effacées de ma mémoire devant le tableau qui s'offre à mes yeux. Maintenant, dans le galop du cheval, ce n'est pas moi qui marche, c'est le paysage qui vient vers moi comme pour m'accueillir. Et c'est la féerie du soleil couchant qui se renouvelle, une boule rouge qui chancelle et tombe dans la mer et laisse au ras du ciel des pourpres lumineuses, cependant que de la terre monte la vapeur de sources d'eau chaude qu'Ingolfur en 874 prenait pour des fumées. Reykjavik, la baie des fumées, s'écriait le hardi matelot en prenant possession de la terre de glace. Et je me sens ce soir une âme conquérante, où passe le souffle qui animait autrefois les grands pirates, mes aïeux. Kvöld í Svínaskarði. Kvöld eitt í Svínaskarði stöðva ég hest minn og sé í fjarska nesið þar sem Reykjavík eins og blátt strik á hafinu. Hverju skipta þær hörmulegu stundir sem liðnar eru. Þarna borgin, takmarkið hefur náðst. Það sem sífellt bar undan eins og villuljós, hin langa og hættulega ferð yfir Ísland frá austri til vesturs hefur verið farin. Hættan að baki. Ég gleymi henni. Ólgandi fljót sem verður að sundríða. Ís sem brestur undan hófum hestana. Gínandi gjár. Grjótskriður sem fara af stað rétt eftir að maður kominn framhjá. Rautt sandrok. Regn af grárri ösku sem eitthvert dularfullt eldfjall hefur hrætt út úr sér. Saman hniprað í heljarmiklum jöklum. Allt þetta þurrkast út úr minni mínu, andspænis þeirri sýn sem blasir við augum. Voilà, donc cette arrivée à Reykjavik, c'est la fin de son périple. Quand il arrive à Reykjavik, il tombe sur une ville moderne, et ça le déçoit un peu. Lui, il a traversé là, ces grands déserts pendant des semaines et des semaines. Mais c'est quelqu'un qui fuit Paris. Quand il est à Paris, il n'est pas bien. Il aime les grands espaces, le Nord-Canada, tout ça. Et évidemment, il
il s'en prend un petit peu aux Islandais de Reykjavik, et il dit qu'ils sont en train de vendre leur âme, hein, et que Reykjavik est une ville qui est devenue une ville de business, comme on dit aujourd'hui, et qui certainement préfigure d'ailleurs à cette époque ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous allez à Reykjavik, ce qu'on appelle Reykjavik, c'est vraiment c'est la moitié, plus de la moitié de la population habite sur Reykjavik et les villes autour. Hein. Il y a donc comme ça une concentration de personnes, ce qui fait que sur 360 000 personnes, vous en avez 200 000 sur la capitale, ben, il en reste que 160 000 sur le reste du pays, qui est quand même grand. Hein. L'Islande, c'est une très très grande île, qui est plus grande que l'Irlande, à titre de comparaison, qui fait un cinquième de la France, donc ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde dans le reste du pays. Et si vous voyez Reykjavik aujourd'hui, je crois que serait effrayé. Mais bon, voilà, c'est une ville qui a permis aussi, ben, pour les Islandais, pourquoi les Islandais vont à Reykjavik? Ben, parce que c'est difficile de vivre en dehors. Hein. L'hiver, il faut voir, hein, quand en hiver, c'est pas si facile que ça. En été, quand on va se balader, quand on va se voyager, voilà, tranquille, bon, de temps en temps il pleut, de temps en temps il fait un peu froid, mais dès qu'on arrive à septembre, octobre, c'est pas la même chanson. Et évidemment, pour ces habitants, hein, c'est plus facile de vivre dans la capitale. Ben, Aldor et Maria, ils vivent dans un fjord de l'Ouest. C'est aussi un endroit qui est compliqué. Voilà, donc la mixité de l'ancien et du moderne. On a le lac central, Tjörnvin, de Reykjavik, avec des maisons anciennes, plus ou moins anciennes, sur le fond, ici, là, la mairie, qui elle est moderne, en béton, qui prend sur le lac. Et donc, on a ce mélange de moderne et d'ancien, sachant que tout ce qui est ancien dans le pays, de ces maisons, elles ont 150 ans maximum, hein, pas plus. Parce que avant, on vivait dans les maisons en terre, et elles ont quasiment toutes disparu. Enfin, elles sont disparues. Dès que les gens sont partis, et bien, tout ça, ça a complètement été dégradé rapidement. Et ben, vous voyez, on est au cœur de la capitale, il y a une vie sauvage, tout ça, ce sont des animaux sauvages, hein. Ce ne sont pas des animaux bien que ce soit des cygnes et des oies, ce sont des oies du Canada, qui sont restés là pour une partie de l'hiver, eh bien, ils vivent à la sauvage le reste de l'année. Ce ne sont pas des cygnes de parc comme on a l'habitude de voir. Oui, alors cette référence par rapport donc à la Divine Comédie, hein, de Nantes, où, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ces voyages initiatiques, hein, et l'un de ces voyages, c'est l'enfer, et Rouquette, certainement, dans son récit, on sent une trame de référence par rapport à cette Divine Comédie, ce qui lui permet certainement de se placer au niveau de Nantes, et qui est quand même une référence au niveau des écrivains historiques. Dernier point, donc elle est arrivée à Reykjavik, il rencontre le consul de France qui est André Courmont. Bon, là, ça ne vous dit rien, mais c'est quelqu'un qui a une grande... qui est bien connu dans le pays et qui parlait parfaitement islandais, même les Islandais disaient qu'il parlait mieux qu'eux, et qui a fait découvrir, entre autres, la photographie au pays, la photographie de couleur au pays, puisque c'était lui-même aussi un photographe, et deux illustrations qui présentent la fin de son voyage en Islande avant qu'il parte, en Rouquette. On a ici Thingvellir, la plaine du Parlement, hein, qui est cet endroit où, en 960, les Islandais, les nouveaux Islandais, les primo-arrivants, se sont rassemblés pour la première fois et ont décidé de fonder la nation islandaise, qui est aujourd'hui celle qu'on a la République d'Islande, puisque c'est au même endroit que, ayant perdu leur indépendance qui a été prise par les Danois pendant plus de 600 ans, en 1944, le 17 juin 1944, l'indépendance a été établie dans cet endroit, et depuis l'Islande est
république tout à fait autonome. Et à côté, la référence du geyser, tout simplement, c'est le geyser qui est juste à côté, puisque nous avons, à cet endroit, il y a Singletlir, la plaine du Parlement, Geysir, le geyser, et Gullfoss, les grandes chutes d'eau, qui est ce qu'on appelle le cercle d'or. Ce qu'on va visiter quand on a peu de temps, ou même quand on a beaucoup de temps, il faut passer par là. Voilà, donc on arrive au bout de ce roman, hein, de ce périple, dans l'océan, à la limite du glacial arctique, en 1922. Et Rouquette, donc, en 1926, va décéder hein, suite à cette opération qui avait mal tourné. Ça, c'est la dernière photo qu'on ait de lui juste avant son décès. Il a eu quand même le bonheur de voir sa publication paraître avant de mourir. Et à la suite de sa mort, il y aura encore 2 publications d'autres romans que je vous ai montrés tout à l'heure qui vont être édités. Juste à côté, vous avez ici vous avez mon blog sur lequel vous avez, si vous voulez, si vous intéresse, tout le texte en français, tout le texte en islandais, avec des commentaires et avec des illustrations, des photos. Vous pouvez retrouver tout plus que ce que j'ai dit, je vais beaucoup dire, mais plus que ce que j'ai dit, sur ce blog. Voilà. Et juste Alain Riot, c'était Alain Riot, c'est un ami à moi qui est décédé il y a 2 mois, qui était le grand spécialiste de Rouquette, et c'est lui qui m'a fait découvrir Rouquette maintenant il y a plus de 30 ans, et donc bien sûr évidemment j'ai une pensée pour lui. Ben, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Merci à celles qui ont lu les textes, Martine et Maria. Merci à vous. Voilà.